Maîtrise ta parole, ton esprit et ton argent. Sinon, ce sont eux qui guideront ta vie. Tu parles trop vite. Tu penses trop fort. Tu dépenses sans y penser. Et tu le sais. Chaque fois que tu dis quelque chose que tu regrettes, que tu t'emportes sans raison, que tu claques ton argent pour combler un vide, tu sens que quelque chose en toi t'échappe. Tu n'es pas faible. Tu es dispersé. Tu n'as pas perdu ta force, mais tu l'as laissé s'éparpiller dans tes mots, dans ta tête, dans tes gestes. Et ça te ronge. Alors pose-toi cette question maintenant. Qui est vraiment aux commandes? Si tu ne contrôles pas ta bouche, ton esprit ni ton argent, alors qu'est-ce que tu contrôles vraiment? Tu es ici parce que quelque chose en toi sait que ça ne peut plus continuer ainsi. Tu es fatigué de parler sans construire, de penser sans clarté, de dépenser sans conscience. Ce n'est pas un simple inconfort, c'est une fracture. Et tu sens, sans toujours pouvoir le dire, qu'il est temps de reprendre possession de ce qui t'échappe depuis trop longtemps. Tu es sur notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Ici, chaque mot est une ouverture, pas un slogan. Chaque silence est un espace pour entendre ce qui compte. Et si ce que tu ressens en ce moment vibre avec ce que tu entends, écris simplement en commentaire « Je choisis de penser autrement ». Ce sera ton premier pas. Tu n'auras à le faire qu'une fois, mais il comptera. Ne pars pas, pas maintenant, car si tu coupes cette vidéo, tu risques de passer à côté d'une vérité simple mais essentielle. Ce n'est pas le monde extérieur qui t'empêche d'être libre. Ce sont ces 3 gestes quotidiens que tu ne vois même plus. Parler, penser, dépenser. Reste, écoute, car ce qui suit pourrait changer ta manière d'habiter ta vie. Ce ne sera pas une leçon, ni une morale. Ce sera un miroir tendu avec douceur, mais sans détour. Un miroir calme, comme une lampe au fond d'une grotte qu'on n'avait jamais osé descendre, pour que tu puisses voir ce que tu n'as jamais appris à nommer et reprendre ce qui t'a été subtilisé par l'agitation du monde. Et maintenant, respire, car ce voyage commence, et il pourrait bien changer la manière dont tu te tiens au monde. Commençons par le premier pilier. Apprends à parler sans blesser. Tu n'as rien cassé, tu n'as frappé personne. Mais un mot de trop et tout s'est effondré. Ce n'était qu'une phrase, peut-être même une vérité. Pourtant, elle a creusé une distance. Elle a blessé, figé, vidé l'air entre toi et l'autre. Et maintenant tu y repenses, trop tard, en silence. Tu t'en veux, pas parce que tu as menti, mais parce que tu as parlé sans écouter. La parole est un pouvoir immense. Et c'est précisément parce qu'on l'emploie sans effort qu'elle fait tant de dégâts. Tu crois peut-être que ce sont tes idées qui te définissent, mais ce sont tes mots qui laissent des traces. Pas ceux que tu penses, ceux que tu dis. Et ceux-là, une fois sortis, ne t'obéissent plus. Ils vivent dans la mémoire de ceux qui les reçoivent. Et parfois, ils s'y enfoncent comme une écharde. Les stoïciens n'avaient pas peur de la parole. Ils savaient qu'elle doit être tenue comme une épée. Non pas pour frapper, mais pour ne jamais la dégainer sans nécessité. Parle peu, mais parle avec poids, disait Musonius Rufus, et Cléante ajoutait « Que ta parole tombe comme une pièce dans une main ouverte, pas pour impressionner, pour construire, avec justesse, avec calme, avec silence intérieur. Pourquoi continues-tu à parler sans t'écouter? Pourquoi jettes-tu tes phrases comme on jette des pierres, en espérant qu'elles construisent quelque chose? Tu cherches à vider ce que tu ressens, mais tu oublies que le silence ne pèse pas, et que la parole mal lancée te coûte toujours plus cher que ce qu'elle t'apporte. Tu n'as pas besoin de te taire. Tu as besoin d'apprendre à parler comme on trace un sillon, lentement, profondément, en sachant ce que tu veux semer et ce que tu veux épargner. Le silence avant la parole n'est pas une absence, c'est une forme supérieure de présence. C'est là que tu testes ta force, c'est là que naît la maîtrise. Regarde une relation que tu as abîmée. Pose-toi cette question simple, est-ce que c'est un acte qui l'a détruite ou une parole? La plupart du temps, c'est une phrase trop tranchante, trop rapide, trop fière. Et une fois qu'elle a été dite, il faut parfois des mois pour la faire oublier. Fais de ta bouche un lieu de conscience, pas une armurerie, pas un canal de fuite, un lieu sacré, où les mots n'entrent qu'après avoir été lavés dans le silence. Là, tu commenceras à parler moins et à dire plus. Là,
tu verras que chaque mot peut être un pas vers la paix ou un recul vers la solitude. La parole n'est pas à dominer, elle est à habiter. Passons maintenant au deuxième pilier. Choisis le silence quand la colère monte. La colère ne te prévient pas. Elle surgit. Elle emplit ta poitrine, fait trembler ta voix, brûle ta langue. Elle veut parler pour toi, tout de suite, et si tu la laisses faire, elle le fera. Pas pour apaiser, pour dominer, pour mordre. Et souvent, c'est après que tu réalises ce que tu as perdu. Un lien, un respect, une paix. Tu n'as rien réparé. Tu as seulement frappé avec les mots et tu as découvert trop tard qu'ils ne reviennent jamais. Tu crois te défendre, mais tu t'abandonnes. Tu crois poser une limite, mais tu franchis celle que tu avais tracée pour toi-même. Tu crois avoir raison, mais à quoi te sert une vérité hurlée si elle laisse derrière elle le vide? Tu peux avoir raison et perdre ton frère. Tu peux défendre ton idée et perdre ta voix. Chaque mot de colère est un contrat que tu signes avec ta solitude. Un homme en colère ressemble à un conquérant vaincu, disait Zénon. Il croit tenir la victoire, mais il s'est déjà livré à ce qu'il croyait combattre. Et toi, as-tu déjà eu raison, mais seul? As-tu déjà gagné une dispute et senti, juste après, que quelque chose de profond venait de se briser? Ce n'est pas l'autre que tu bats quand tu cries, c'est toi que tu trahis, c'est toi que tu perds. La colère a toujours une logique, elle se justifie, elle se croit noble, mais elle ne connaît pas le discernement. Elle juge à la place de ton cœur. Elle parle au nom de tes blessures, pas de ta sagesse. Ce n'est pas un élan de justice, c'est une mémoire de douleur mal dirigée. Et c'est pour cela que le silence est un sommet, pas une reddition, pas une faiblesse, une victoire invisible. Quand elle monte, n'argumente pas, ne riposte pas, respire, retiens-toi, ne serait-ce qu'une seconde. C'est dans cette seconde que tout se joue. C'est là que ton axe se dessine. Ce n'est pas celui qui insulte qui t'abîme, disait Épictète, mais celui que tu deviens en lui répondant. Tant que tu crois que te taire, c'est perdre, tu es encore esclave de ce que tu refuses de maîtriser. Et si cette fois tu laissais la colère passer sans la nourrir? Et si tu faisais du silence non pas une soumission, mais une souveraineté? Ce n'est pas l'autre que tu protèges, c'est ton propre sanctuaire. Celui où tu ne réagis plus, tu choisis. Celui où tu ne cries plus, tu incarnes. La colère a besoin de ta voix pour exister. Le silence, lui, n'a besoin que de ta présence. Et c'est cette présence-là, calme, enracinée, impassible, qui finit par transformer les autres. Penchons-nous sur le troisième pilier. Élève ta parole au rang de semence intérieure. Tu penses que tu t'exprimes. Mais parfois, l'autre repart avec un doute qu'il n'avait pas, ou une blessure que tu n'avais pas vue. Tu parles, tu expliques, tu racontes. Et sans le savoir, tu sèmes. Une parole, c'est une semence. Elle prend racine. Elle pousse, même dans le silence. Elle peut nourrir. Elle peut empoisonner. Et trop souvent, tu sèmes sans voir. Tu t'exprimes, mais tu ne construis rien. Tu racontes, mais tu n'ancres rien. Tes mots passent. Ils ne déposent rien de vivant. Ce que tu dis se dépose, même quand tu crois que c'est oublié. Les stoïciens disaient qu'une parole inutile est un vol d'attention, un vol de présence. Celui qui parle sans sagesse trouble l'eau dont il devra boire, écrivait Hiéroclès, parce que tu bois ensuite le fruit de ce que tu as semé. Un mot imprécis, une phrase distraite, une opinion lâchée sans amour. Et te voilà entouré de malentendus, de méfiance, de froideur. Tu ne sais pas pourquoi on s'éloigne, mais tu as semé la distance toi-même, sans t'en rendre compte. Tu crois que parler, c'est simplement s'exprimer. Mais pour le stoïcien, parler, c'est imprimer. L'autre t'écoute avec son cœur, pas seulement avec son audition. Et s'il est fragile, il retiendra ce que tu n'as pas voulu dire. S'il est fort, il verra que tu n'étais pas là. La parole n'est pas une surface, c'est une empreinte. Et toi, que veux-tu imprimer dans ceux qui t'écoutent? Veux-tu qu'ils sortent de ta présence plus légers ou plus confus, plus solides ou plus troublés? Et toi-même, que laisses-tu en toi quand tu parles? Le son de ta voix t'éduque ou t'épuise? Tu peux apprendre de ta parole si tu y entends une trace. Tu peux aussi te perdre en bavardage jusqu'à ne plus savoir ce que tu ressens.
Ne parle pas pour remplir l'espace. Parle pour enraciner quelque chose. Parle pour créer un sillon dans le réel. Une parole juste ne cherche pas l'effet. Elle cherche la fécondité. Elle prend son temps. Elle sait attendre l'instant. Elle ne jaillit pas. Elle mûrit. Zénon affirmait, « Le sage parle peu, mais chaque mot est un acte. » Ne cherche pas à dire plus. Cherche à dire mieux. Laisse les mots tomber lentement, comme on sème dans une terre fertile, avec attention, avec pudeur. Et souviens-toi, chaque mot, même doux, est une graine. Tu ne sais pas toujours où elle poussera, mais elle poussera. Regardons le 4e pilier. Cesse de fuir dans tes pensées. Tu n'es pas là. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Tu marches, mais tu ne sens pas le sol. Tu vis, mais tu ne touches plus le moment. Parce que ton esprit court toujours plus vite que ta vie. Tu es déjà ailleurs. Dans ce que tu dois faire, dans ce que tu aurais dû dire, dans ce que tu crains qu'il se passe. Et pendant ce temps, ta vie passe sans toi. Penser, ce n'est pas le problème. Penser est un pouvoir. Fuir dans tes pensées, c'est autre chose. C'est glisser dans un monde où tout est sous ton contrôle imaginaire. Là, tu réussis. Là, tu réponds bien. Là, tu n'es jamais blessé. Mais ce monde-là n'existe pas. Et plus tu y vas, plus tu redoutes de revenir. Tu préfères le scénario à l'instant. Tu préfères le bruit dans ta tête au silence autour de toi. Les stoïciens appelaient ça l'agitation intérieure. L'homme inquiet de demain ne vit pas aujourd'hui, disait Sénèque. Et c'est cela que tu fais souvent sans le voir. Tu retires ta conscience du présent pour la prêter à un avenir imaginaire ou à un passé impossible à changer. Tu penses pour te protéger, mais en vérité, tu penses pour fuir. Et chaque fuite mentale affaiblit ta présence. Tu te crois vivant parce que tu réfléchis. Mais la vraie vie ne se pense pas. Elle se rencontre, elle se traverse, elle s'habite. Tant que tu vis dans tes pensées, tu es comme enfermé dans une pièce sans fenêtre. Tout semble t'appartenir, mais rien ne t'atteint vraiment. Tu perds la capacité à être touché par l'instant. Tu deviens sourd à ce qui se passe ici, maintenant, dans ton corps, dans ta voix, dans les yeux de l'autre. Et toi, où vas-tu quand tu t'évades dans ta tête? Que fuis-tu vraiment? Le bruit autour ou le silence en toi? Car souvent, ce n'est pas le monde extérieur que tu veux éviter, mais ce que tu redoutes de ressentir si tu t'arrêtais vraiment. L'ennui, le vide, la peur. Et pourtant, c'est justement là, dans ce vide, que commence la paix. Zénon enseignait que l'esprit est un animal indocile qui s'apprivoise par l'attention. Tu ne peux pas commander à ton esprit comme à un chien, mais tu peux lui montrer qu'il n'a plus besoin de courir, que tu es là, que tu restes. Commence par cela, reste, même si c'est inconfortable, même si tu as envie de partir. Reste dans ce que tu ressens. Regarde ce que tu évitais. Ce que tu cherches à travers toutes tes pensées, tu le trouveras peut-être dans une seule seconde de présence vraie. Ralentis, respire et cesse de courir, car rien de ce que tu fuis ne vaut ce que tu perds en fuyant. Explorons le 5e pilier. Construis un lieu sûr dans ton propre esprit. Tu cherches souvent la paix ailleurs, dans un lieu calme, une personne rassurante, un moment parfait. Mais tu oublies que si ton esprit est agité, même le silence te bouscule, même la tendresse t'irrite, même la beauté te lasse. Le vrai calme ne dépend pas de ce qui t'entoure, il dépend de ce qui t'habite. Et si tu veux vivre en paix, il te faudra d'abord construire un lieu sûr en toi. Ce lieu, tu ne le trouveras pas en lisant davantage, ni en accumulant des outils mentaux. Il ne s'achète pas, il ne se pense pas. Il se bâtit lentement comme on fortifie une maison contre la tempête. Mur après mur, geste après geste, moment après moment. C'est un lieu sans mur, mais qui te tient debout. Un lieu sans bruit, mais qui parle doucement. C'est l'endroit en toi où rien ne presse, où tout s'éclaire. Musonius Rufus disait « Celui qui ne possède pas la paix intérieure court toujours vers l'extérieur. » Et toi, cours-tu encore? Vers quoi? Vers qui? Et surtout, pour fuir quoi? Tu cherches peut-être un refuge, sans voir que tu peux devenir ce refuge. Non pas par isolement, mais par enracinement. Quand ton esprit devient un abri,
Tu n'as plus besoin d'exiger des autres qu'ils te protègent de toi-même. Un esprit stable, ce n'est pas un esprit qui ne pense plus. C'est un esprit qui ne se juge plus à chaque seconde, qui accueille ce qu'il ressent sans l'écraser, qui observe sans paniquer. Un esprit sûr, c'est une chambre intérieure où tu peux entrer sans avoir peur de ce que tu vas y trouver. Et toi, comment est-ce que tu te reçois toi-même? Quand tu es seul, est-ce que tu t'accueilles ou est-ce que tu te supportes? Est-ce que tu fais de ton esprit un espace de présence ou un tribunal? Tu ne peux pas habiter ton corps avec légèreté si ton mental est un champ de bataille. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir le monde, ils voulaient tenir debout en lui. Le sage est comme une citadelle imprenable, écrivait Cléante, pas parce qu'il est dur, parce qu'il est centré, parce qu'il revient toujours en lui-même, parce qu'il ne laisse pas le monde extérieur décider de son climat intérieur. Commence par là. Crée en toi un lieu que tu puisses habiter, même quand tout va mal dehors. Fais de ton esprit une terre ferme, une source claire, une pièce calme, car tant que tu n'as pas ce lieu-là, tu seras toujours un invité dans ta propre vie. Examinons le 6e pilier. Libère ton regard de l'envie et du manque. Tu ouvres ton téléphone, tu vois une vie qui n'est pas la tienne, un visage, un succès, un lieu, une illusion de paix. Et sans bruit, quelque chose en toi se tend, se serre, se compare. Tu ne dis rien, mais ton regard se trouble. L'envie ne frappe pas, elle s'infiltre. Elle prend la forme d'un soupir intérieur, d'un léger retrait, d'un doute muet sur ta propre vie. Tu ne veux pas ce que l'autre possède, tu veux ce qu'il semble ressentir. Tu crois désirer sa maison, son couple, sa reconnaissance, mais ce que tu envies, c'est ce que tu imagines qu'il ressent quand il vit ces choses. Tu envies une projection, un effet, une illusion. Et pendant que tu poursuis ce mirage, tu perds de vue ce que tu as. Tu ne le vois plus, tu ne le goûtes plus. Tu es là, au milieu de ta vie, et tu regardes ailleurs. L'envie n'est pas un cri, c'est une ombre lente qui s'étend entre toi et ta propre lumière. Elle ne naît pas dans le manque, mais dans la comparaison. Et tant que tu compares, tu éloignes. Tu éloignes ce que tu pourrais ressentir ici, maintenant. Tu refuses l'expérience réelle pour l'image mentale d'un ailleurs inatteignable. Zénon disait « Le désir des autres est une chaîne que l'on porte soi-même. Tant que tu regardes avec envie, tu attaches ton esprit à des objets qui ne t'appartiennent pas. Tu crois que le manque est réel, mais souvent le manque est un regard, pas une réalité. L'envie ne mesure pas ce que tu n'as pas, elle efface ce que tu as. Et toi, que regardes-tu quand tu regardes? Est-ce que ton regard cherche à admirer ou à juger? Est-ce qu'il cherche à grandir ou à posséder? L'œil n'est pas neutre. Il projette ce que tu crois te manquer. Il habille le monde selon tes carences. Et tant que tu regardes les autres comme des preuves de ton insuffisance, tu renforces ta propre chaîne. Les stoïciens ne disaient pas « ne désire rien ». Ils disaient « désire ce que tu peux maîtriser ». L'envie est une énergie mal dirigée, une force qui s'est égarée. Tu peux l'éteindre par la conscience. Tu peux la détourner vers la gratitude. Tu peux la transformer en calme, en clarté, en ancrage. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de voir autrement. Épictète écrivait « Ce n'est pas ce que tu regardes qui te trouble, c'est la manière dont tu le regardes. » Libérer ton regard, ce n'est pas détourner les yeux. C'est apprendre à voir sans te lier, à contempler sans vouloir, à admirer sans désirer. Là se trouve la vraie liberté, dans ce regard qui accueille sans s'accrocher. Tu ne peux pas éteindre le monde, mais tu peux allumer en toi un autre regard. Et ce regard, quand il est libre, rend tout ce que tu as, soudain, suffisant. Voyons le 7e pilier. Distingue ce qui te possède de ce qui t'élève. Tu tiens ton téléphone, ton portefeuille, ton reflet dans le miroir. Tu dis « c'est à moi ». Mais si tu tends l'oreille, si tu restes en silence, tu sentiras peut-être que c'est eux qui te tiennent. Parce que tu y tiens trop, parce que tu y tiens avec peur. Et tout ce à quoi tu tiens avec peur te tient aussi, comme une laisse invisible, nouée au cœur. Tu crois maîtriser, mais tu es en vigilance permanente. Tu protèges, tu compares, tu crains de perdre. Et cette peur crée une dépendance. Ce que tu appelles avoir devient un devoir gardé.
Ce que tu crois porter te porte sur le dos, en silence. Ce n'est plus de la possession, c'est une tension. Ce n'est plus de la liberté, c'est un poids. Musonius Rufus disait « Ce que tu ne peux perdre sans trembler n'est pas à toi ». Cette phrase devrait suffire à faire tomber bien des illusions, parce qu'elle dit tout. Ce n'est pas la chose qui pose problème, c'est le lien affectif, l'attachement anxieux, la confusion entre « je possède » et « je suis ce que je possède ». Et toi, qu'est-ce qui te possède encore? Est-ce ton image, ton niveau de vie, ton statut, ton passé même peut-être? Certaines blessures deviennent des biens. On s'y accroche, on les montre, on les protège, parce qu'elles nous définissent. Mais si ce qui te définit peut être retiré, alors ce n'était pas toi. C'était un masque, un vêtement, une façade. Les stoïciens ne rejetaient pas la richesse, ni la réussite, ni même la beauté. Ils rejetaient la servitude intérieure qu'elles provoquent quand elles deviennent ton axe. Ce n'est pas mal d'avoir. C'est dangereux de confondre ce que tu as avec ce que tu es. La question n'est donc pas « dois-je posséder moins ?» mais plutôt « ce que je possède me laisse-t-il libre ?» Zénon disait « L'homme libre est celui qui peut perdre sans se perdre. » Voilà ton test. Ce que tu peux voir s'éloigner sans perdre ton calme, c'est ce que tu tiens avec justesse. Ce qui t'angoisse rien qu'à l'idée de le voir partir, t'avait déjà capturé. Ce n'est pas un appel au détachement froid. C'est un appel à la lucidité, à la souveraineté. Ce n'est pas l'argent qui pèse, c'est la peur de sa disparition. Ce n'est pas ton image qui enferme, c'est ton besoin qu'on l'aime à ta place. Reprends ton axe, reprends ton nom, et regarde ce que tu peux garder sans trembler. Là commence ce qui t'élève vraiment. Évoquons le 8e pilier. Habite la frugalité comme un choix de souveraineté. Tu fais défiler des objets dans un panier, des chiffres sur un écran. Tu calcules, tu projettes, tu ajustes. Et tu crois que c'est là que ta liberté commence. Mais elle a déjà disparu dans ce plus que tu cherches à tout prix, parce que tu confonds marge et maîtrise. Tu veux vivre libre, mais tu te sens limité. Et parfois tu crois que ta liberté viendra quand tu auras plus. Plus de confort, plus de sécurité, plus de choix. Mais si ce plus devient une condition pour respirer, alors il t'enchaîne déjà. Ce n'est pas le manque qui enferme, c'est le refus du manque, la peur du peu, l'hostilité intérieure à l'essentiel. Tu crois peut-être que la frugalité, c'est la privation, un repli, une contrainte, mais la vraie frugalité n'est pas une punition, c'est un choix actif. C'est l'art de te libérer de ce que tu n'as jamais réellement eu besoin. L'art de réduire sans te rétrécir, de simplifier sans t'appauvrir. La frugalité n'est pas un couvercle, c'est une ouverture vers l'intérieur, une forme de puissance invisible qui ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu n'as plus besoin de désirer. Épictète disait, « La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Et dans ce peu, il y a l'essentiel, ce qui ne trompe pas, ce qui ne dépend pas du regard des autres, ni de l'état du marché. Ce que tu peux cultiver même dans un espace restreint. Ce que tu peux vivre même dans un moment difficile. Ce que personne ne peut t'ôter. Et toi, sais-tu encore te satisfaire? Sais-tu reconnaître une journée simple comme une journée pleine? Sais-tu goûter un repas ordinaire comme un bien précieux? La frugalité n'est pas le manque, c'est la pleine attention à ce qui est là. Elle transforme l'ordinaire en source, elle te rend présent, sobre, centré et souverain. Les stoïciens pratiquaient volontairement la simplicité, non par masochisme, mais pour se rappeler que leur joie ne dépendait pas de ce qu'ils avaient, mais de ce qu'ils savaient être sans perdre leur paix. Ce n'est pas le luxe qui affaiblit, disait Sénèque, c'est l'habitude du luxe. Parce qu'on devient l'esclave de ce qu'on pense indispensable. Ce que tu crois essentiel aujourd'hui, l'est-il vraiment? Si tu t'en passais un jour, serais-tu brisé ou allégé? Ce test est simple mais radical. Il révèle ce qui est toxique pour ta liberté intérieure, même s'il est beau, agréable ou envié. Habiter la frugalité, ce n'est pas vivre moins, c'est vivre clair. Ce n'est pas renoncer, c'est régner sur soi. Ce n'est pas se fermer au monde, c'est choisir ce qui vaut la peine d'être ouvert en toi.
Approchons le 9e pilier. Redonne à chaque dépense la valeur d'un choix conscient. Tu sors ta carte, tu ne réfléchis pas. En 2 secondes, c'est fait. Pas un geste de conscience, pas une respiration. Et pourtant, tu viens de dire quelque chose de profond, pas au vendeur, à toi-même. Car à chaque dépense, c'est toi que tu orientes, c'est toi que tu affirmes. Même sans le savoir, tu crois acheter un objet. En vérité, tu signes une direction intérieure, tu achètes, par habitude, par réflexe, par distraction, par besoin d'apaiser, de combler, d'exister un peu plus. Et souvent, tu ne te poses même plus la question. Tu paies et tu passes à autre chose. Mais la dépense n'est pas un simple échange, c'est une signature, un reflet de ton monde intérieur. Dépenser, c'est toujours choisir ce que tu renforces en toi. Tu crois que l'argent est neutre, mais il épouse exactement ce que tu redoutes ou désires. Il se colle à ta peur du vide, à ton besoin d'image, à ton envie d'oublier. Ce que tu finances te façonne, même inconsciemment. Chaque euro que tu libères, c'est une direction. Et cette direction devient, lentement, ton chemin de vie. L'argent est un pinceau, chaque dépense est un trait, et peu à peu tu dessines la forme de ta vie, pas dans le montant, mais dans l'intention, pas dans le produit, mais dans le lien qu'il crée en toi. Musonius Rufus disait « Ce que tu achètes avec facilité finira par t'éloigner de toi. » Car il n'y a pas de petit geste quand il est répété. Ce qui semble insignifiant tisse des habitudes. Ce que tu finances souvent devient un totem intérieur, un repère, un refuge ou une prison. C'est pourquoi il faut veiller non pas pour se contrôler, mais pour se respecter. Et toi, à quoi dis-tu oui chaque jour sans le voir? Quelle promesse signes-tu en achetant sans conscience? Est-ce que tu achètes pour nourrir ton axe ou pour te distraire de lui? Est-ce que tu choisis de renforcer ta paix ou ton agitation? Les stoïciens ne rejetaient pas l'argent. Ils lui demandaient simplement de devenir transparent, qu'il révèle ce qui compte, ce que tu soutiens, ce que tu fais grandir. Donne à ton argent la mission de ta sagesse, disait Cléante. Alors il devient un prolongement, pas une fuite, un outil, pas un masque. Avant chaque dépense, interroge-toi. Est-ce que ce que j'achète me rend plus libre ou plus dépendant? Est-ce que ça m'ancre ou m'endort? Une simple respiration suffit parfois pour transformer un automatisme en acte sacré. L'argent n'est pas ton problème. C'est ta conscience qui l'accompagne qui fait toute la différence. Ce que tu dépenses ne doit jamais t'endormir. Il doit t'éveiller, car ce que tu offres au monde à travers lui, tu l'inscris aussi en toi. Concluons avec le 10e pilier. Maîtrise ton rapport à l'argent pour retrouver ton axe. Tu hésites devant un montant. Tu regardes ton solde, tu ajustes ta voix, tu modifies ton choix. Et tu crois parler d'argent, alors que c'est de toi qu'il s'agit. Car l'argent, bien plus qu'une somme, agit comme un miroir de ton axe. Il te montre où tu fléchis, où tu renonces, où tu marches de travers sans même t'en rendre compte. Tu dis que l'argent n'est pas si important, mais tu y penses tous les jours. Tu prends des décisions en fonction de lui. Tu t'inquiètes, tu compares, tu anticipes. Et parfois, sans même le voir, tu plies ton axe intérieur pour t'adapter à une réalité extérieure. Ce n'est pas que tu aimes l'argent, c'est que tu lui prêtes le pouvoir de sécuriser ta vie. Et quand tu crois que ta sécurité dépend de lui, il devient ton centre. L'argent n'est pas un mal, il est une énergie, un langage, un levier. Mais si tu ne le maîtrises pas, il t'épuise, il te distrait, il t'obsède. Ou pire, il détermine tes choix profonds, où tu vis, avec qui tu restes, ce que tu oses, ce que tu renonces. Alors ce n'est plus un outil, c'est une force de courbure. Tu avances mais tu n'es plus droit. Ton axe est une colonne invisible. Chaque décision tord ou renforce sa ligne. Et à force de négociations internes, tu ne sais plus où tu te tiens. Tu gagnes peut-être. Mais à quel prix? Celui de ta clarté, de ta droiture, de ta paix. Les stoïciens voyaient dans la richesse une neutralité, ni vertu, ni vice. La richesse est un bon serviteur et un mauvais maître, disait Zénon. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui trouble ton équilibre. C'est ce que tu es prêt à sacrifier pour le garder. Et ce que tu sacrifies en premier, c'est souvent toi. Et toi, combien de décisions as-tu prises non par conviction, mais par contrainte financière? Combien de chemins écartés, de oui donnés à contre-cœur,
d'idées reniées pour rester à flot. Peut-être que tu ne manques pas d'argent, peut-être que tu manques d'axe, et peut-être que c'est lui qu'il faut rebâtir d'abord. Rebâtir ton axe, c'est reprendre ta définition de ce qui compte, ce que tu ne veux plus vendre, ce que tu refuses de louer, ce que tu veux préserver, même si tu dois renoncer à plus, ce que tu veux honorer, même si ça ne rapporte rien. C'est là que réside la richesse stoïcienne, dans la clarté, dans la cohérence, dans l'intégrité. Épictète disait « Ce qui te rend libre n'a pas de prix. Ce qui a un prix ne t'appartiendra jamais vraiment. » L'argent n'est pas ce que tu poursuis, c'est ce que tu guides. Il doit te suivre, non t'attirer. Il doit servir ta paix, non redessiner ton identité. Alors oui, maîtrise ton rapport à l'argent. Non pas pour le contrôler en chiffres, mais pour retrouver la ligne droite en toi. Celle qui ne tremble pas devant un manque, celle qui ne se tord pas devant une promesse, celle qui avance, même nue, mais intègre. Tu es arrivé au bout, mais ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Tu as traversé 10 piliers, 10 miroirs, 10 invitations à regarder où tu t'es oublié, où tu t'es dispersé, où tu as cédé. Et maintenant, tu sais, pas tout, mais suffisamment. Suffisamment pour sentir que le retour à toi n'est plus un rêve abstrait, mais une voie praticable, concrète, urgente, vivante. Ce redressement est un art, une lente verticalité, une fidélité silencieuse à ton axe. Le stoïcien n'est pas un dur, il est un centre. Il est ce point immobile au milieu de la tempête. Il ne fuit pas le monde, il l'habite, il ne nie pas les émotions, il les traverse, il ne parle pas pour convaincre, il parle pour ne pas se trahir. Ne cherche pas à changer ta vie d'un coup. Reviens, là, juste ici, dans ton prochain geste, dans ta prochaine phrase, dans la prochaine décision que tu prendras. Marche droit, même quand le monde vacille. Et si tu tombes, relève-toi sans honte. Tu n'as pas à être parfait. Tu as à être fidèle à ce que tu veux incarner. Tu es sur notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Ici, on ne vend pas des réponses. On ouvre des chemins. Si ce voyage a éveillé quelque chose en toi, écris en commentaire. Je marche avec plus de conscience. C'est tout. Tu ne le feras qu'une fois. Mais ce sera ta manière de t'aligner, discrètement, profondément. Et si cette voix t'inspire, abonne-toi pour ne pas perdre le fil. Laisse-nous un like sous cette vidéo si elle t'a porté et partage-la à quelqu'un qui cherche lui aussi un espace où redevenir clair, simple et droit. Retiens ceci, il ne s'agit pas de devenir plus fort, il s'agit de devenir plus vrai.